La difficulté réside justement dans le fait qu'il faut parfois un petit peu de courage pour avouer qu'on est paumé. Je pense que c'est à la fois un travail sur soi, c'est aussi ça la paumitude, c'est de se dire je vais aussi essayer de comprendre ce qui compte vraiment pour moi, ce qui me permet de me sentir utile, ce dans quoi je puise du bonheur ou de l'énergie. Et à côté de ça, ça peut être quand même une remise en cause du système, du travail dans lequel on est. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre sens, ce matin jusqu'à 10h sur Beurre FM, on va parler de sens et on en parle de plus en plus de sens avec mon invité qui s'appelle Lucie Chartouni. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors une fois n'est pas coutume, je vous laisse 3 minutes pour vous présenter. Alors, c'est une formule classique au début d'un entretien d'embauche, comme vous expliquez, puisque évidemment beaucoup de gens sont amenés aujourd'hui à recommencer leur vie, en tout cas professionnelle, et il y a cet exercice, présentez-vous. Par quoi est-ce que vous commencez, vous ? c'est pas une question que j'adore. Ah mais vous voyez, même pour vous c'est compliqué, alors que vous la posez dans votre livre, cette question. Justement, on essaie de dire dans ce livre que cette question n'est pas idéale parce qu'elle force à essayer de faire ressortir des choses ou à se construire un parcours linéaire, là où les parcours en fait sont beaucoup plus complexes. Et à séduire la personne qui vous écoute en fait. C'est vrai, essayer de se demander qu'est-ce qu'il y a dans son regard, derrière ses lunettes qui ferait que je pourrais lui plaire. Alors, là il y a des centaines de milliers de personnes qui vous écoutent, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire de vous ? Je suis Lucie, je suis paumée et contente d'être paumée. Et j'ai eu la chance de créer avec 2 collègues de l'association Make Sense et des centaines de paumés, une communauté qui s'appelle la communauté paumée et qui vise à changer le regard sur la paumitude et l'idée qu'on se pose plus de questions qu'on a de réponses. Ça, c'est le concept. Ouais. Concept de base, et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un guide qui s'appelle le guide des paumés, alors au masculin et au féminin, ou au féminin au masculin et au pluriel, pour celles et ceux qui ont envie de tout plaquer aux éditions Marabout. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont envie de tout plaquer, et c'est vrai que la pandémie qu'on vit depuis un an a peut-être accéléré le processus. Est-ce que aujourd'hui, dans les parcours de vie et dans les reconversions qu'on nous propose et qu'on médiatise, on nous vend du rêve ? Dans les parcours de vie, j'aurais tendance à dire que pas trop. Je trouve en fait, il y a quand même peu de propositions. On nous présente souvent la même chose, la même idée, et il y a peu de variété. Et dans les reconversions, pareil, on médiatise quand même souvent la personne qui a fait une très grande école de commerce et qui devient céramiste, ou la personne qui boulanger parce qu'il avait toujours rêvé d'être boulanger depuis sa plus tendre enfance. C'est ça qu'on valorise. Ou alors des gens qui ont toujours habité la ville, qui vont vivre à la campagne. C'est qu'on aime bien les choses un petit peu caricaturales, mais dans les faits, il y a quand même plein d'autres parcours, on peut appeler ça des reconversions, on peut appeler des changements de vie, aussi des déviations, des changements peut-être un petit peu moins radicaux, mais qui aident à se sentir mieux, plus apaisé et qui font du bien. Si on s'intéresse à votre parcours professionnel, donc finalement, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, je suis pas une paumée très originale, parce que comme beaucoup de paumés, j'ai fait une école de commerce. Comme beaucoup de paumés, j'ai eu des premiers postes qui remplissaient leur fonction de travail, c'est-à-dire j'ai eu la chance d'avoir des postes qui me permettaient de gagner ma vie. Plutôt de bien la gagner d'ailleurs, pour des premiers jobs, non ? Oui, je pense que oui. Ouais. Ayant fait des études supérieures, et j'ai eu la chance de trouver des emplois qui me permettaient de gagner ma vie correctement. Mais je sentais, moi, une forme de dissonance entre ce que j'avais envie de faire, les envies, les valeurs que j'avais en moi, et ce que mon travail me permettait de réaliser. Bien. Et c'est quoi une valeur ? Très, très grande question. Non, c'est une question, par exemple, que vous posez dans le livre, parce que, alors ça encore, c'est un discours qu'on entend. Je suis plus aligné, il y a une dissonance, je suis plus aligné entre mon job et mes valeurs. Une valeur, je dirais que c'est déjà assez personnel. On va pas tous avoir les mêmes valeurs. Et d'ailleurs, même si on prend en compte, une valeur qui peut être la solidarité, on va pas tous avoir la même définition qu'on met dessus. Mais c'est, je dirais, quelque chose qu'on ressent au fond de soi et qui nous fait un peu serrer des dents, ou parfois quand on sent que cette valeur n'est pas respectée, par exemple dans son mode de vie ou dans son travail, ou au contraire qui peut nous remplir de bonheur quand on se dit
parfois on se le dit même pas, et c'est même complètement, comment dire, on le vit, mais on met pas des mots dessus. Mais quand cette valeur est respectée, ça nous apporte de l'énergie et ça nous fait du bien. Alors, il y a un concept, c'est ce que vous appelez les bullshit jobs. Ah, c'est pas moi qui les appelle comme ça. Ouais, Ouais. Bon, c'est quoi un bullshit job ? Il y a une définition... Dans votre définition à vous. Hein. Ouais. Il y a des définitions officielles. C'est une notion qui a été notamment popularisée par David Graeber, un anthropologue. Ma définition à moi, c'est un travail où... c'est plutôt un travail où, en fait, on se dit qu'on soit là ou pas, ça fait pas de grosse différence. Voire même, ça irait mieux si le travail n'existait pas. D'ailleurs, c'est la définition plus ou moins officielle. Mais j'ajouterais à cette définition-là que c'est assez... ça dépend vachement de la personne aussi, en fait. Il y a des personnes qui vont trouver énormément d'épanouissement dans un boulot, je sais pas, dans une banque, et d'autres pour lesquelles ça va être catastrophique parce qu'en fait, ça leur convient pas et c'est pas fait pour eux. Donc, c'est aussi assez subjectif. Mais la différence, c'est que c'est plutôt un job valorisant quand vous en parlez. Enfin, en tout cas, qui a toutes les allures d'être valorisant. Avec un titre en général qui habille la chose. Ça peut être un titre en anglais un petit peu mystérieux où on ne sait pas trop ce qu'on met derrière. Après, cette notion de prestige ou de valorisation par le travail, elle est assez commune, je trouve, pas forcément que pour des bullshit jobs. Mais c'est vrai que souvent, c'est des jobs où on lit la définition et on se dit qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, mais on a l'impression que ce qui est usant, c'est le décalage qu'il y a entre l'intitulé du poste et la réalité de ce que ça implique comme concession, comme réunion, comme nombre de PowerPoint à faire ou des choses comme ça. Oui, je pense que la souffrance doit être liée à ce décalage-là, à l'idée qu'en fait, on a eu accès à quelque chose. On peut, dans certains cas, se dire qu'on a suivi le chemin qui était prédéfini pour nous, qu'on a coché des cases, et en fait, on arrive à ce poste tant attendu, et là, en fait, on se rend compte que ça va pas, et que c'est pas ce qu'il nous faut. C'est pas que les bullshit jobs, hein, ça peut être des souffrances au travail finalement assez variées, même dans des boulots qui ont du sens, entre guillemets toujours. Alors, le bullshit job, c'est pas la même chose qu'on appelle, alors je mets des guillemets à la radio, ce qu'on appelle un boulot de merde, ou c'est la même chose ? Non, je dirais que c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'un boulot de merde, ça peut être aussi... Alors, j'ai pas de définition officielle personnelle du boulot de merde, mais ça peut être un boulot en fait où les conditions de travail sont pas du tout bonnes, où les rapports humains sont aussi très mauvais, que ce soit avec le management ou d'autres collègues. Donc en fait, je dirais que c'est encore plus vaste si on voulait essayer de le définir. Alors, vous, à quel moment vous vous êtes posé la question de savoir à quoi servait votre travail ? Je pense que je me la suis posée dès que j'ai commencé ma vie professionnelle. Et que c'est vraiment quelque chose qui m'habite. C'est pas le cas de tout le monde, mais dans mon cas vraiment, je me suis toujours dit j'ai envie de faire quelque chose où je me sens utile. Après, qu'est-ce que je mets derrière utile ? C'est long à définir et j'ai toujours pas fini de le définir, je pense. Ou comme sens, ouais, comme travail. Aujourd'hui, par exemple, quand on vous pose la question, c'est quoi votre métier ? Qu'est-ce que vous répondez ? Alors aujourd'hui, je dis que que je travaille au sein de l'association Make Sense. Je commence par présenter l'organisation, personnellement. Donc, c'est une super association qui promeut l'engagement citoyen. Et ensuite, mon rôle a pas mal évolué au sein de Make Sense. Et aujourd'hui, je suis en charge de la mesure de nos actions, d'essayer de voir si tout l'engagement qu'on crée sert à quelque chose. D'accord. Et donc, au sein de Make Sense, il y a un groupe pour les paumés. Exactement. Il y a une communauté paumée qui a été initiée en 2018 par Aurore, donc ma co-autrice, Aurore Le Bihan, Simon Drouard et moi. Et l'idée était de rassembler des personnes qui, comme nous, étaient passés par des phases de pommitude, étaient en ce moment en pleine pommitude, parce qu'on a inventé ce mot. C'est un concept, la pommitude. Et se disait, en fait, ce serait peut-être plus sympa d'en parler avec d'autres personnes. Peut-être que ça me permettra de me sentir déjà un peu moins seule dans mes questionnements sur mon travail, mon mode de vie, mon rapport avec les autres ou mon engagement. Peut-être aussi que se rassembler avec d'autres paumés, ça va me permettre de trouver des pistes pour avancer. On ne parle pas de solution parce qu'on pense qu'il n'y a pas une solution unique, il n'y a pas de recette magique, ce serait trop facile, mais qu'il y a des choses qui nous permettent de nous sentir mieux et de passer à l'action. Alors, s'avouer et prendre conscience qu'on est paumé, c'est pas un signe de faiblesse, par exemple. Je pense que la difficulté réside justement dans le fait qu'il faut parfois un petit peu de courage pour avouer qu'on est paumé, surtout quand en fait parfois on a suivi un chemin tout tracé, qu'on a été chanceux de pouvoir le suivre, de faire des études supérieures. Et donc quand on arrive au fameux poste en anglais auquel on comprend pas grand-chose, se dire
ah bah en fait ça va pas et ça me correspond pas, oui, je pense que assumer cette vulnérabilité là et pouvoir dire en plus, mais ça je sais que ça me va pas, par contre je sais pas encore ce qui m'irait très bien. Voilà. Il y a des méthodes un peu dans le livre pour vous aider. Justement, il y a des boussoles. Comment est-ce que les gens qui sont paumés réalisent l'absurdité du monde du travail classique ? Il y a peut-être des gens qui sont en train d'écouter, qui se reconnaissent. Oui. Il y a plein de façons dont ça peut arriver. Il y a des cas assez extrêmes où ça va être une vraie rupture dans le sens où ça va être un vrai choc. Donc il y a par exemple Oumi, une super paumée, donc une membre active de la communauté paumée, qui elle a fait très jeune l'expérience d'un burn-out, donc trop plein de travail, trop plein de tout, qui fait qu'un jour on n'arrive plus à se lever. Il y en a d'autres pour lesquels la rupture est moins nette et peut-être moins radicalement douloureuse, mais où ça va être simplement de se dire en fait là je suis plus motivé par ce que je fais, je me sens même mal dans certaines de mes actions parce qu'en fait je pense que l'entreprise dans laquelle je travaille va pas dans le bon sens, qu'on pourrait faire autrement mais qu'on n'arrive pas à remettre en cause la façon dont c'est fait, ou ça peut être aussi je m'entends très très mal, ça se passe très mal avec le management, voilà, ça peut être plein de voies différentes au travail qui mènent à la paumitude. Et comment on fait la différence entre un passage, finalement, quelque chose qui pourrait s'arranger, et le fait que c'est vraiment fini, qu'on n'est plus du tout adapté à ce monde-là? Parce que parfois on pourrait travailler un peu sur soi-même en disant bon, ça vient peut-être de toi, faudrait faire des efforts, faudrait être mobilisé. Généralement en fait je pense que c'est à la fois un travail sur soi, parce que c'est vrai que c'est aussi ça la paumitude, c'est de se dire je vais aussi essayer de comprendre ce qui compte vraiment pour moi, ce qui me permet de me sentir utile, ce dans quoi je puise du bonheur ou de l'énergie. Et à côté de ça, ça peut être quand même, je pense, et c'est important de le faire, une remise en cause du système, du travail dans lequel on est, le présentéisme qui nous force à être là du soir au matin, même quand en fait on n'a pas grand chose à faire, ou que on pourrait très bien le faire en 5 heures et ce serait super pour tout le monde. Le fait de subir un modèle hiérarchique qui en fait en soi est quand même hyper violent, de se dire qu'on a un N+1, N+2, N+10 parfois avec des écarts de salaire monstrueux, pourquoi en fait on n'est pas obligé d'accepter ça au départ. Et ça peut être aussi dans le cas de, je sais pas, j'ai des amis qui ont comme moi eu la chance de faire des études mais qui en fait se retrouvent dans des boulots alors même qu'ils avaient le choix, qui les font travailler jusqu'à 3h du mat, voilà. C'est aussi parfois une dégradation des conditions de travail, je pense aux services publics, aux soignants. Quand on n'a plus les moyens de bien faire son travail, c'est une souffrance énorme. Et là aussi, en fait, c'est le système entier qu'il faut remettre. Mais là, d'un autre côté, les soignants sont utiles. Complètement. Donc là, on n'est plus du tout dans le sens ni dans l'utilité. Mais en fait, l'idée dans cette remise en question du travail est pas seulement de dénoncer les bullshit jobs, mais vraiment de dénoncer tous les boulots où en fait on ne peut plus être content de ce qu'on fait et se sentir bien au travail, même quand très souvent on a un boulot qui coche toutes les cases du boulot utile, parce que les conditions de travail soit se sont dégradées, soit qu'on a une pression énorme qui fait qu'en fait peu importe ce qu'on fait, on se sentira mauvais quoi qu'il arrive. Alors j'ai appris une nouvelle expression, c'est le burn. Attends, non, c'est le brown, comment ça s'appelle? Out, c'est ça? Brown out? Ouais. Je prononce mal. Qu'est-ce que c'est que le brown out? Alors, je suis pas une experte de tous ces mots. Ah bon, d'accord. Moi aussi, tous ces mots burn-out, brown-out, mais nous, on a fait une définition un peu rigolote du brown-out. Ouais, c'est un nouveau fléau d'ailleurs qui s'amplifie depuis la pandémie. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est l'idée qu'en fait, un salarié peut être à l'arrêt sans motivation parce que on considère que son travail n'a pas de sens à nos yeux. Et l'idée, c'est qu'on est à l'arrêt, qu'on s'ennuie, qu'on ne sait pas trop quoi faire. Mmh. Alors, quel âge ont les paumés dont vous parlez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une génération? C'est une très bonne question, cette question de la génération paumée, je trouve, parce que comme c'est quand même assez médiatisé, toutes ces questions de quête de sens, utilité, et tant mieux, c'est une bonne nouvelle, on peut se demander, mais en fait, est-ce que tout le monde est touché? Est-ce que tout le monde pourrait l'être, en fait? Est-ce que tout le monde pourrait l'être? Ouais. Dans les faits, je pense que c'est encore une chance, en fait, de pouvoir être paumé, que tout le monde n'a pas la capacité de pouvoir l'être, mais du coup, je dirais qu'on est encore plus responsable quand on peut assumer sa paumitude, de le faire. C'est vrai que souvent, au sein de la communauté paumée sur le groupe Facebook, parce qu'il y a un groupe Facebook, on a honnêtement des métiers, des tranches d'âge très variées,
au sein des événements paumés, donc qui sont les événements organisés par la communauté, par les paumés, où on se rencontre, on parle de son quotidien. Ça, c'était quand on pouvait se rencontrer. C'est vrai. Parce qu'il y a des apéritifs paumés, par exemple. Avec des chips, bah oui, mais là c'est sur pause. Mais la communauté est encore hyper active et l'idée c'est de reprendre dès qu'on pourra en présentiel les événements. Et l'idée d'un événement paumé, alors par exemple, quel est le principe ? Vous jouez à quoi ? Vous parlez de quoi ? Alors souvent, ça peut ressembler à un groupe de parole sur un sujet de paumitude. Donc ça peut être, je suis paumé dans comment je peux m'engager pour une association, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quelle cause choisir, je ne sais pas en quoi moi, Lucie, je pourrais être utile ou apporter quelque chose. Et donc ça peut être un groupe de parole assez simple où on va avoir les expériences d'autres paumés, on est par 6 ou 7 personnes et on échange nos expériences et on s'entraide. Ça peut être aussi davantage un événement d'inspiration, donc on invite une personne qui soit est passée par une grande phase de paumitude, soit peut nous aider à mieux connaître cette thématique. Et là, donc, on a d'abord une phase on pourrait appeler ça une conférence, et ensuite des échanges, des questions, et encore, il y a toujours en fait dans les événements paumés cette volonté de se dire à la fin, ok, maintenant je fais quoi ? Et l'idée qu'en fait, en faisant des petits pas, on peut arriver à quelque chose. Et que ce qui rend malheureux, c'est le fait en fait d'être immobile, c'est de se sentir coincé. Par contre, dès qu'on peut passer à l'action, que ce soit par exemple en s'engageant auprès d'autres personnes qui sont paumées, que ce soit par des parcours pour aider des personnes fragilisées quand on se questionne sur son engagement. Voilà, il y a plein de façons de passer à l'action, très simple. D'accord, mais vos paumés, ils sont plutôt jeunes, ils ont plutôt entre 20 et 30 ans. Hein. Les paumés des événements, ils sont plutôt jeunes. Ouais. Et je pense que cette génération paumée, elle est liée à plein de raisons. L'idée qu'en fait, aujourd'hui, entre 20 et 30 ans, finalement, c'est 10 ans où souvent, on n'a pas encore d'enfants, on n'est pas forcément dans une relation hyper stable. C'est une phase en fait de paumitude qui n'existait pas avant, à l'époque par exemple de mes parents, où à 20 ans on était peut-être un peu plus cadré et on savait davantage où on allait arriver. C'était pas toujours le cas, mais quand même plus souvent. Il y a des rythmes de rupture qui se sont aussi accélérés. Les relations amoureuses, les engagements au travail durent beaucoup moins longtemps qu'avant. En moyenne, on reste 3 ans. Vous dites 3 ans, ouais. Ah ouais. C'est comme l'amour dure 3 ans. Hein. Alors je crois que la relation, dans des études, c'est plutôt 8 ans, ce qui me paraît quand même assez conséquent. Ouais. Mais au boulot, c'est moins en fait finalement. Ouais, c'est ça. Parce qu'aussi les managers se sont rendus compte que la productivité des salariés était bien jusqu'à 3 ans et qu'après, il fallait changer de service. Ah ouais ? Ah ouais, non, il y a des études là-dessus. Très très sérieuses. C'est, au bout de 3 ans, on dit il n'a plus de jus. Donc soit on le change, soit on le change de service, soit voilà, il faut le faire partir. Ouais. Mais c'est un cycle de productivité. Alors c'est peut-être pour ça que les gens restent 3 ans. Ouais. Et après sur le pourquoi aussi de ces questionnements, je pense qu'on ne peut pas ne pas le mentionner. Il y a toutes ces crises qu'on vit en ce moment. Évidemment, la crise sanitaire qui, je pense, a questionné beaucoup de gens quand on est chez soi en télétravail pour certains, ou au contraire qu'on est obligé d'aller au travail alors que on peut avoir peur ou des choses comme ça. Ça questionne beaucoup plus le rapport au travail que quand on est dans sa routine. De la même façon, le réchauffement climatique pousse aussi à des questionnements sur OK, mais en fait, quel sens ça a d'aller au travail tous les jours quand je me rends compte qu'en fait, il y a des catastrophes climatiques qui sont en cours ou qui arriveront. Alors avant, il y avait la crise du milieu de vie, et ce sont des questions qu'on se posait plutôt au milieu de vie. Et maintenant, vous avez ce que vous appelez, vous, la crise de quart de vie. Oui, exactement. La crise du quart de vie, c'est cette phase de paumitude. Après, on peut être paumé plus tard aussi. Hein. Dans les interviews qu'on a réalisées pour écrire ce guide, il y a des personnes qui étaient un petit peu plus âgées que moi aujourd'hui, qui avaient 28 ans, donc des personnes qui avaient peut-être plus 40 ans, qui me disaient en fait moi je suis dans une nouvelle paumitude et demain ce sera peut-être encore une autre. Comme j'ai dit, on n'est pas seulement paumé par rapport à son travail, mais ça peut être par rapport à la façon dont on habite le monde, la façon dont on s'engage ou ses rapports humains. Mais pourquoi est-ce qu'on travaille finalement ? Très bonne question. Je vous le demande. Hein. Non, Est-ce qu'on travaille pour être heureux, pour se nourrir ou pour gagner sa vie ? C'est peut-être la définition du travail qui a changé aujourd'hui. C'est vrai, et je pense que la définition a changé, et je pense que ce qu'on a envie de donner ou de retirer du travail a évolué aussi. Moi, cette idée de bonheur au travail, je l'aime pas particulièrement, parce que je considère que c'est pas à une entreprise ou à une organisation de m'apporter du bonheur. J'espère être épanouie au travail, j'espère être satisfaite de mon travail, j'espère avoir des liens humains qui, sur un certain aspect, me comble au travail, mais peut-être pas sur tous les aspects. Et j'attends pas forcément de mes collègues qui soient mes meilleurs amis. Je trouve ça, voilà, ça peut arriver, mais donc en fait, et évidemment, j'attends de mon travail qui me permette de vivre dans des conditions dignes.
Voilà, Voilà. de gagner votre vie en fait. C'est ça, de gagner ma vie et d'avoir aussi un rythme de vie qui me permet de ne pas avoir que le travail dans ma vie. Mais encore une fois, c'est ma définition et peut-être que pour d'autres personnes, ça va être un petit peu différent. On n'est pas tous obligés en fait d'avoir un travail passion, chevillé au corps, qu'on va faire jour et nuit, voilà, pour lequel on va se battre. Est-ce que les startups ont changé quelque chose dans leur esprit? Je pense qu'il y a peut-être un nouveau mythe qui est venu s'ajouter au mythe global du travail et des représentations qui quand même souvent c'est quand même souvent un petit peu la même chose. Ouais, je dirais que peut-être que ça a ajouté d'autres injonctions à celles qui existaient déjà, l'idée d'efficacité, l'idée de jeunesse, qu'il faut être jeune pour réussir. L'idée aussi que je trouve personnellement assez un petit peu dangereuse, que tout le monde peut le faire et que en fait être entrepreneur de sa vie c'est possible, alors qu'en fait on part quand même pas tous avec les mêmes chances, avec les mêmes connaissances et voilà, on peut pas tous réussir de la même façon, je pense, en start-up, et c'est pas souhaitable d'ailleurs. Ouais. Mais finalement on nous a vendu du rêve là aussi. Ouais, là aussi, ouais. Là aussi, on nous a vendu des baby-foot, ça a réhabilité le baby-foot en fait. Ouais, c'est ça, oui. C'est cette idée qu'on va être heureux au travail par des baby-foot, c'est quand même. Mais c'est un cliché, hein, non, mais je l'ai déjà entendu dans des réunions, on va acheter un baby-foot. Et ça ira mieux, ouais. Non. Mais sérieux, hein, alors, la façon, à quoi ressemble notre espace de travail, c'est important, hein, je dis pas du tout le contraire. Par contre, se dire que le baby-foot va tout régler, ou que c'est un argument incroyable pour donner envie de venir au travail, je pense que c'est illusoire. Quel regard la génération des 15-35 porte-t-elle aujourd'hui sur le fameux trio magique carrière, famille, propriété? Je pense que c'est un regard qui a évidemment évolué par rapport au regard que pouvaient avoir nos parents ou nos grands-parents, parce que y a quand même beaucoup d'incertitudes sur le fait d'accéder à un emploi stable pour une partie de cette génération, encore plus peut-être pour le fait d'accéder à la propriété. Donc, en fait, comme on sait, je crois que il y a une étude d'Arte auprès de 300 000 jeunes qui disait que 55% des jeunes estimaient que leur avenir serait moins positif que celui de leurs parents. Arte, voilà. C'est la chaîne de télévision. Oui, c'est ça. Exactement. Et en fait, c'est quand même, je trouve, assez conséquent de voir cet assombrissement de la vision de l'avenir et du futur. L'idée qu'on va vivre moins bien, bon, ok, peut-être que de toute façon, on n'a pas le même rêve et les mêmes envies, mais vraiment que l'horizon semble plus sombre et incertain, ça joue sur la façon dont on se projette, que ça soit pour notre carrière, pour notre mode de vie ou pour la vie privée aussi. Alors il y a un test pour ceux qui nous écoutent, s'ils ne savent pas très bien où ils en sont par rapport à leur pommitude. Ouais. C'est quel paumé êtes-vous? Donc il faut répondre à un certain nombre de questions. Alors vous êtes quoi? Moi je ne suis pas paumé en fait. Donc, non, je ne suis pas paumé. J'ai essayé, j'ai essayé de cocher toutes les bonnes cases. Ouais. Mais je ne suis pas paumé, non. Eh bien, tant mieux, il y a des phases de pommitude, c'est pas linéaire, il y a des hauts et des bas, il y a des personnes qui ne seront jamais paumées. Pourquoi pas Non, j'ai la chance de faire ce que j'aime, de rencontrer des gens formidables qui écrivent des livres formidables. Donc, mais c'est vrai. Oui. Et pourtant, oui, peut-être que je suis traversé par les mêmes questions sur le monde d'après, la numérisation, peut-être. Oui, ça peut être nous, on met le mot paumé, il y a des personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec ce terme-là, parce que ça peut sembler un petit peu péjoratif ou pas très positif. Il y a vraiment l'idée de changer la vision qu'on a de ce mot pour en faire quelque chose de positif. Il y a d'autres qui préfèrent en recherche, par exemple. Je suis en recherche. C'est peut-être en recherche de moi-même. Mais c'est vrai que chez vous, c'est très positif. Enfin, vous dites que c'est même une chance de savoir qu'on est paumé. Oui, je pense que c'est une chance de le savoir et de pouvoir l'assumer, parce que quand on doit payer les pâtes de sa grand-mère, en fait, on a moins peut-être l'opportunité de se poser des questions sur le sens de son travail. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de remplacer une injonction qui était l'injonction de ma génération, l'injonction de la réussite, par une injonction du sens? Oui, je pense en partie, ouais. Je pense en partie, et c'est pour ça que on essaye au sein de la communauté paumée et au sein plus largement de l'association Make Sense de permettre aussi à chacun de se poser les questions sans donner trop de réponses. Bon, on a écrit un guide, donc parfois on n'a pas pu s'empêcher de donner un petit peu des réponses. Mais c'est un guide qui aide à se poser des questions en fait. Ouais. Bon, tant mieux. Et qui répond de façon ludique, on va dire. Mais finalement, il n'y a pas cette injonction que tout ait un sens. Oui, et en plus, en fait, le risque de cette injonction, c'est de mettre un sens unique
alors que y a des contresens, il y a des routes à deux voies. Enfin, il y a plein de façons en fait de trouver de l'épanouissement et de la joie ou de la satisfaction dans ce qu'on fait. Et effectivement, je pense que cette injonction du sens est pas très positive parce que ça donne l'idée que tout le monde doit travailler dans telle ONG, alors qu'en fait, il y a des personnes auxquelles ça ne va pas du tout convenir. Et puis, en plus, il y a plein d'autres façons de... Et on peut être malheureux dans un travail qui ait un sens aussi. Complètement. C'est ce que je partageais sur travailler dans des hôpitaux aujourd'hui. Je veux dire, il y a plein de raisons de constater parfois une dégradation de ces conditions de travail. Il y a d'autres organisations où en fait, la finalité de l'organisation paraît évidente, mais en fait, ça va très très mal se passer en termes de ressources humaines. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être problématiques au travail et qui dépassent la finalité du travail. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a beaucoup d'outils dans votre livre pour essayer de répondre à un certain nombre de questions. Quand on sait qu'on en a marre du travail qu'on fait actuellement, mais qu'on ne sait pas ce qui nous conviendrait, ce qu'on aimerait faire, comment on fait ? Est-ce qu'il y a une méthodologie pour aller sur des bons rails ? Il n'y a pas une recette miracle, mais on propose dans le guide des choses qui nous ont aidés ou qui ont aidé les paumés de la communauté. L'une d'entre elles, c'est un atelier paumé dans mon job, qui a été pensé par donc mes collègues Solène et Aurore, qui est ma co-autrice. Et c'est un atelier qui permet de se poser une liste de questions qui vont dire en fait quelles sont les personnes dont aujourd'hui le travail m'intrigue ou dont j'admire le travail, quelles sont les organisations dont je suis curieuse mais que je ne connais pas très bien. Et à partir d'une série de questions et d'une enquête qu'on doit mener, on commence à avancer dans les méandres de quel travail je pourrais faire. Un autre conseil qui est aussi donné dans le guide, conseil, je ne sais pas, mais en tout cas une proposition qui est faite dans le guide, c'est aussi d'accepter de tester. Et parfois, en fait, tester par un engagement associatif, par exemple, va aider à se rendre compte de c'est fait pour moi ou pas. Il y a des choses qu'on peut tester sur son temps personnel. C'est-à-dire, on ne quitte pas son travail, voilà. Mais déjà, on essaye de développer autre chose. Exactement. C'est exactement ça. Quoi d'autre comme conseil qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent et qui se sentent mal dans leur travail ? Des fois, on peut avoir l'impression que quelque chose n'est pas terrible, et 2-3 ans après, être gagné par une forme de nostalgie qui dit finalement, c'était bien. Ouais. Bon, alors la nostalgie, il ne faut pas toujours. Je regrette. Alors peut-être qu'effectivement, c'est de la résilience. Parfois, on se souvient que du positif, mais c'est vrai que, et je pense l'avoir moi-même expérimenté au travail, ça prend aussi du temps en fait de prendre ses marques dans un boulot, de se rendre compte de ce qu'on peut faire dans le cadre de ce travail et au contraire de ce qu'on ne peut pas faire. Et parfois aussi, en fait, au bout d'un an dans un boulot, c'est là à peine où on commence à se sentir à l'aise, où on se dit, en fait, je peux peut-être faire cette proposition-là pour transformer la façon dont on répond à telle question au sein de l'entreprise. Donc, il y a aussi en fait des choses qu'on se permet de proposer ou de tester après un certain temps. Il y a aussi des moments où, par contre, on se rend compte que ça fait 3 ans qu'on est dans la boîte, que rien n'a changé. Et là, il faut peut-être se dire aussi, je vais partir. Donc, il ne faut pas non plus se dire que tout est possible. En général, ceux qui disent je vais partir, c'est ceux qui vont retrouver les 5 ans après en train de dire je vais partir, en fait. Et j'en ai marre. Et qui se le répètent tous les jours, d'ailleurs. Ça arrive, mais il y en a aussi qui sautent le pas. Et comme je l'ai dit, c'est pas toujours des ruptures radicales. Parfois, je commence par tester des choses dans ma vie personnelle. Je commence par m'engager dans une association contre les déchets parce qu'en fait, je pense que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et petit à petit, on a un projet qui naît autour du zéro déchet et on le met en place. Ça prend parfois du temps. Et je pense que c'est aussi ça, l'idée de la pommitude, c'est de se dire qu'il faut se sentir suffisamment actif pour ne pas trop souffrir de sa pommitude, parce qu'encore une fois, je pense que l'action rend heureux et que le fait de s'engager, que ce soit pour soi ou pour des autres, ça permet de se dépaumer petit à petit, bénéficier des expériences des autres. Dépaumer. Oui. Alors dépaumer, ça veut dire quoi ? De se sentir moins paumé, d'avoir un petit peu plus de réponses et un petit peu moins de questions. Voilà. Comment vous expliquez que cette impression qu'on a d'être de plus en plus débordé aujourd'hui, alors qu'on travaille de moins en moins ? Vous avez mesuré le temps qu'on passait à travailler auparavant, et on n'a jamais eu autant de temps libre qu'aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons, et c'est vrai que c'est assez étonnant quand on y pense, parce que on travaille moins, on a pas pour tout le monde, mais on a quand même généralement des journées moins longues. Je pense que les choses qui encouragent ce sentiment de sursollicitation, il y a notamment le fait d'être connecté.
Voilà. Le fait d'être joignable à tout instant parce qu'on a un téléphone portable. Pour certains, en plus, on n'a pas de téléphone professionnel, donc c'est notre téléphone personnel. Tout se mélange au sein de cet outil qui est quand même le prolongement de notre main aujourd'hui. Il y a le fait d'avoir des mails et de penser à sa boîte mail en permanence. Il y a aussi, je pense, dans certains cas, le fait que on est dans un système où on est aussi incité à faire toujours plus et on participe presque à sa propre exploitation. Voilà. Donc il y a vraiment, je pense, des sursollicitations numériques et l'idée que on est poussé à être l'entrepreneur, on est poussé au travail, à être soi-même, à exprimer qui on est, mais ça fait qu'il n'y a plus aucune limite entre notre vie privée et notre vie professionnelle. Et là, vous écrivez qu'il y a un mythe qu'il faut absolument déconstruire, c'est le mythe du gros bosseur. Oui. Pourquoi est-ce qu'il faut déconstruire ce mythe du gros bosseur ? Parce qu'il nous fait beaucoup de mal, je crois. Le mythe que celui qui est qu'on admire beaucoup, celui qui est parti à 22h hier soir du bureau pour finir quelque chose, c'est ce mythe qu'en fait il faut être dévoué corps et âme à son organisation et en faire le plus, et que c'est en travaillant le plus en termes horaires qu'on va être le meilleur et le plus utile. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est nocif et qui est peut-être d'ailleurs assez français. Enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve moins. Il y a d'autres pays où c'est un petit peu la honte d'être le dernier à partir, parce que ça veut dire qu'en fait on n'est pas du tout efficace dans ce qu'on fait. Ou alors qu'on n'a pas de vie. Ou qu'on n'a pas de vie. Qu'on n'a pas de vie à l'au dehors. C'est ça. Donc oui, je pense que c'est vraiment un mythe sur lequel on peut travailler, et ça va d'ailleurs aussi avec l'idée de présentéisme et de montrer qu'on est toujours là et toujours disponible. Qu'est-ce que c'est pour vous une reconversion réussie ? C'est une bonne question. Je pense que c'est une reconversion qui n'est pas forcément d'ailleurs une reconversion. On se dit, là j'ai trouvé le job de rêve, le job final et j'en changerai plus jamais. Parce que là aussi, je pense qu'il y a des choses à déconstruire sur cette idée qu'on va changer et que ce sera tout parfait. Mais c'est une reconversion, on a testé quelque chose qui nous fait envie depuis longtemps, ou en tout cas quelque chose d'assez neuf, où on a appris des choses sur soi et on a le sentiment d'avoir avancé dans sa quête d'un travail qui nous plaît. Voilà, donc il y a vraiment pas l'idée que c'est bon, je suis aujourd'hui, moi j'aime bien la céramique par exemple, donc je suis céramiste et ça a répondu à tous mes questionnements. Je crois que ça c'est pas totalement vrai, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est assez rare finalement qu'on regrette les reconversions, même quand derrière on rechange encore de boulot. Alors il y a aussi un autre mythe, c'est tout plaquer pour voyager. Oui. Bon, alors vous évoquez un livre culte qui s'appelle Into the Wild. Mais sauf que là, ça termine mal, Into the Wild. Oui. Oui. Parce qu'il quitte tout pour aller dans l'Ouest, voilà, vivre dans la nature. C'est pas sans risque, effectivement. Non. Et c'est assez typique de certaines formes de pommitude de se dire qu'en partant, ça va tout régler et que la fuite, ça peut être une façon de plus penser à ce qui nous bloque au quotidien. Mais en fait, l'idée, c'est que le voyage, et encore une fois, on ne parle pas de voyage à l'autre bout du monde forcément, surtout ces temps-ci, ouais. Mais que le voyage est une façon de rencontrer des nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles choses, et parfois d'avoir le sentiment, on pourrait dire, d'apprendre sur soi ou de tester des choses. Mais en quoi c'est lié, pommitude et voyage ? Et en quoi finalement, l'aventure, là aussi je mets des guillemets, c'est bon pour la pommitude ? Parce que dans l'aventure, je trouve qu'il y a déjà une forme de poésie qui est un peu ce que je recherche moi, en tout cas en tant que paumé. Il y a l'idée qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas qui on va rencontrer, on ne sait peut-être pas parfois aussi où on va aller. On peut le ressentir en faisant une randonnée en Bourgogne. Il n'y a pas de... Mais ça m'a fait beaucoup rire dans votre livre, et c'est assez vrai. Il y a ce qu'on appelle les micro-aventures. Oui. Alors la micro-aventure, c'est aller camper dans votre jardin une fois par semaine. Bon, alors les gens vont se demander, oui, mais quel est l'intérêt d'aller planter la tente dans son jardin ? Mais qu'est-ce que ça change finalement, cette forme de micro-aventure ? Il n'y a pas besoin d'aller à Bornéo et vivre au milieu des orang-outans. La micro-aventure, c'est un concept, on va dire. Donc nous, on a la pommitude. Il y a aussi la micro-aventure qui a été lancée par une communauté qui s'appelle la communauté Chiloé, qu'on adore. Et l'idée de la micro-aventure, je pense qu'en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que en campant dans mon jardin, encore une fois c'est peut-être un petit peu caricatural, mais c'est vraiment pour montrer qu'on n'a pas besoin de partir loin, je change mon attention à mon environnement.
parce que je le vois autrement. Je suis pas dans ma maison ou dans mon lit bien au calme, mais je suis dans mon jardin entouré d'autres formes de vivants. Je vois la lune, j'ai galéré à monter ma tente. Et en fait, rien que le fait de vivre ça et de découvrir une nouvelle forme d'attention aux autres et à ce qui nous entoure, ça commence à transformer notre façon, je pense, de voir le monde. Je me rappelle d'un gars qu'on avait reçu alors dans le cadre d'un recrutement, et alors le gars il disait oui, moi j'aimerais beaucoup voyager, j'aime beaucoup l'aventure, et il disait moi je voudrais travailler en Australie, au Japon, et puis on lui avait dit mais on a un poste à vous proposer à Saint-Étienne, et là du coup le gars il voulait plus du tout voyager. Est-ce que c'est pas un concept finalement, il faut que l'aventure elle soit loin? Oui, et en fait, pour je vendre, pense encore une fois, quand on vend du rêve, quoi. Ouais. Pas parce qu'on se dit qu'en fait, loin, on va rencontrer une altérité complètement différente, quelqu'un qui nous ressemble pas du tout, ou une culture pour certains qui nous ressemble pas du tout. Et je pense à une interview qui est dans le guide des paumés, qui est l'interview d'Alessandro Pignocchi, qui est un dessinateur de BD qu'on adore au sein de la communauté paumée. Il a notamment dessiné la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc là où il devait y avoir l'avion et l'aéroport, le fameux aéroport. Voilà, le lieu a été défendu par des groupes de personnes. Et donc Alessandro Pignocchi, ce qui est intéressant, c'est qu'au début de ses recherches, parce que c'était un chercheur en sciences cognitives, il a voulu partir à l'autre bout du monde pour rencontrer d'autres, des collectifs qui vivaient complètement autrement. Il a voulu vraiment aller à la rencontre de personnes dont il imaginait que la vie était totalement différente. Et ce qu'il a dit dans son interview, c'est qu'en fait, finalement, ce monde complètement différent, il ne l'a pas découvert à l'autre bout du monde. Bon, il y a plein de raisons qu'il explique. Peut-être qu'il n'est pas parti assez longtemps, peut-être qu'il n'est pas venu avec la bonne approche, c'est ce qu'il dit lui en tout cas. Mais en fait, ce monde complètement différent, il l'a découvert près de Nantes, sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, auprès de personnes qui peut-être au départ n'étaient pas complètement différentes de lui. Bon, c'était pas son jardin, mais c'était pas aussi loin finalement. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas trop le choix, beaucoup trop de choix, et que c'est difficile de choisir quand on est noyé sous les propositions et qu'on est noyé soi-même dans sa propre indécision? Oui. En fait, on a devant nous plein de choix. Ça peut faire peur parce qu'on se dit qu'est-ce que je vais choisir. C'est comme devant le catalogue Netflix ou autre, on ne sait pas quoi choisir. Et en plus, en fait, je pense que c'est pas parce qu'on a plein de choix devant nous qu'on est aussi totalement libre dans son choix. Et qu'il y a en fait, le libre arbitre, ça s'invente pas non plus, quoi. C'est plein d'autres choses qui rentrent en compte. Si on est paumé aujourd'hui, alors on peut lire votre guide, mais vers qui se tourner? Comment savoir vers qui se tourner quand on se sent paumé? Qui sont les précieux alliés, indicateurs, boussoles? C'est une question où, en fait, nous, notre conviction, c'est qu'en parlant, ça va déjà mieux. Donc moi, ma recommandation, s'il fallait en avoir une à qui en parler, ce serait d'en parler autour de soi. Alors tout le monde va pas être prêt à écouter, parce qu'en fait, parfois, dire « je me sens paumé », ça renvoie aussi les autres à des questionnements qu'ils peuvent avoir, à des doutes qu'ils ont sur leur vie. Donc tout le monde n'est pas toujours prêt à écouter le « je suis paumé », et puis ça peut passer aussi parfois pour un petit caprice, quand tout a l'air d'aller bien. Donc il y a évidemment la communauté paumée, mais il y a aussi plein de personnes, que ce soit par exemple au travail, puisqu'il y a quand même quand on est en souffrance au travail, il y a des professionnels de la santé vers lesquels se tourner. Ça peut être aussi ses amis, ça peut être... il y a pas mal de choses aussi qui existent sur les réseaux. Il y a plusieurs, notamment, groupes sur Facebook où on peut parler de ses questionnements par rapport à son travail, à ses voyages, à son engagement. Alors il y a une expression qui revient beaucoup aujourd'hui, et qui m'a même peut-être s'usé tellement on l'utilise, c'est « je suis pas aligné ». Oui. C'est quoi la différence entre aligné et paumé ? Alors, la différence entre aligné et paumé, mais justement, ma co-autrice Aurore Lebihan, elle aime beaucoup cette idée d'alignement. Et l'idée que, en fait... Alors, être aligné, pour tout le monde, ça veut dire quoi ? Ouais. Ça veut dire qu'on est en accord entre ce à quoi on croit, ce qui a de l'importance pour nous, ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a dans la tête, et nos actions. Voilà. Donc, c'est l'idée qu'en fait, il y a un alignement entre ce qu'on fait au quotidien, le plus souvent en tout cas, et ce qu'on ressent, ce qu'on a envie d'être, de faire. Bon, honnêtement, cette question d'alignement, de la même façon que la pommitude a plein de facettes, l'alignement peut avoir énormément de... Il y a un exemple dans votre livre que j'adore, c'est pas la peine d'aller au boulot à vélo quand on travaille chez Total. Ça, c'est ne pas être aligné finalement. Alors,
c'est un exemple. Ou congruent. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres de questionnements que peuvent avoir les paumés. Après, moi je pense que dans la pommitude, ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc, il y a parfois des toutes petites actions, par exemple se balader en vélo ou se déplacer en vélo, qui sont en fait un bon premier pas. Et derrière, il y aura d'autres pas qui vont nous permettre peut-être de changer de travail, si on a envie de changer de travail, de nous engager si on a envie de travailler, d'être bénévole au sein de la Croix-Rouge. Il y a en fait, et ça commence parfois par des choses toutes petites, mais qui vont créer un déclic. Bien, comment on rejoint le réseau des paumés alors ? Alors, pour rejoindre le réseau des paumés, si vous êtes sur Facebook, il y a un groupe Facebook avec 16 000 membres qui se racontent leur pommitude, leurs doutes, qui se rassurent entre eux. Et il y a aussi la possibilité de passer à l'action et de vraiment, en 2 semaines, prendre des actions concrètes pour transformer son mode de vie. Donc, il y a vraiment le passage à l'action. Hein. Exactement. C'est pas que du blabla. Oui. Exactement. Oui, c'est des sous-groupes d'action vraiment pour se soutenir et être ensemble pendant 2 semaines en contact pour s'encourager, se partager des bonnes pratiques et suivre aussi des propositions d'action. Et ça, c'est le programme La Brèche, qui est un programme aussi initié par l'association Make Sense et qui permet, une fois qu'on s'est dit « Ah oui, je me sens un petit peu paumé là », de ne pas être immobile. Donc, programme d'action de La Brèche. Ça coûte des sous ou pas ? Ah non, c'est gratuit, La Brèche. Alors, il faut le dire, parce que c'est tellement rare. C'est vrai, mais pardon. Oui. Non, c'est gratuit. Moi, je tiens beaucoup aussi à l'idée que la pommitude, on peut travailler sa pommitude ou mieux vivre avec sa pommitude en s'engageant. Alors, encore une fois, là aussi, on a un terme qui veut tout et rien dire, mais en tout cas, en essayant de créer d'autres rapports avec les autres et de se sentir aussi utile par l'engagement. Et ça, il y a le programme Réaction, qui est un autre programme gratuit de l'association Make Sense qui permet de passer à l'action pour des personnes fragilisées en 2 semaines. Il y a un site, Make Sense, de toute façon, oui, il y a tout et beaucoup de réseaux sociaux. Alors, votre guide, c'est un guide collaboratif, hein, donc vous avez recensé beaucoup de paroles de paumés, beaucoup d'actions. Ça s'appelle le guide des paumés pour celles et ceux qui ont envie de tout plaquer aux éditions Marabout. C'est très très bien fait, d'ailleurs. Donc, il y a des cartes, il y a plein de schémas. Vous allez voir ça. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net, regardez la vidéo sur la chaîne YouTube et vous montrez le guide. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.